La chose sur le seuil. Et c'est parfaitement vrai que j'ai mis 6 balles dans le crâne de mon meilleur ami, et que j'espère cependant démontrer par cette déposition que je ne suis pas son meurtrier. D'abord, on me qualifiera de fou, plus fou que l'homme que j'ai tué dans sa cellule de l'asile d'Arkham. Plus tard, quelques lecteurs pèseront chaque déclaration, feront la corrélation avec les faits établis et se demanderont comment j'aurais pu croire autre chose que ce que j'ai cru après avoir croisé en face l'évidence de l'horreur, la chose sur le seuil. Jusqu'à présent, je n'avais rien vu de la folie dans les histoires absurdes auxquelles j'étais mêlé. Même à présent, je me demande moi-même ce qui a pu me tromper, ou si effectivement, je ne suis pas fou après tout. Je ne le sais pas, mais d'autres aussi auront d'étranges choses à rapporter concernant Edward et Asnat Derby, et même la très impassible police bute sur les confins de la raison pour rendre compte de cette ultime et terrible visite. Ils ont essayé comme ils ont pu de concocter une théorie à propos d'une épouvantable plaisanterie ou d'un avertissement lancé par les domestiques congédiés, mais ils savent bien, au profond d'eux-mêmes, que la vérité est de fait infiniment plus terrible et insensée. Et donc, je dis que je n'ai pas assassiné Edward Derby, plutôt que je l'ai vengé, et qu'en faisant ainsi, j'ai débarrassé la Terre d'une horreur dont la survie aurait provoqué une horreur innommable sur l'humanité entière. Il reste de vastes et obscures ombres tout auprès de nos pas quotidiens, et ici et là, des âmes sataniques creusent le passage qui les rejoint. Quand cela advient, l'homme qui comprend doit trancher sans se préoccuper des conséquences. J'ai connu Edward Pickman Derby toute sa vie. De 8 ans mon cadet, il fut si précoce que nous avions énormément en commun lorsqu'il avait 8 et moi 16. Il était l'élève le plus phénoménal que j'ai jamais connu, et à 7 ans, écrivait des vers d'une tournure sombre et fantastique, presque morbide, qui stupéfiait les précepteurs qui l'entouraient. Peut-être que cette éducation privée et cette réclusion choyée ont contribué à cette floraison prématurée. Dès l'enfance, le constat de sa faiblesse organique alarma ses parents, qui le gardèrent soigneusement à leur côté. Il n'était pas autorisé à sortir sans sa gouvernante, et n'eut que rarement l'occasion de jouer sans entrave avec d'autres enfants. Tout cela contribua sans aucun doute à l'étrange vie intérieure et secrète de l'enfant, avec l'imagination comme seule voie de liberté. Je sais pas si ça vient de chez moi, mais le son coupe régulièrement. Alors, problématique assez gênante, que je vais de ce pas vérifier sur mon téléphone. Si ça veut charger, bien sûr. Pip, 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 pip. C'est des micro-coupures. Merde, bah écoute, moi sur. Là, quand j'ai regardé le replay, il n'y avait pas. Après, du coup, bah, j'espère que c'est pas trop gênant pour toi. C'est fatigant. Ah merde. Euh, Pif paf pouf. Bah, je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le même problème que Ona ou pas de micro-coupures? Parce que c'est vrai que c'est un peu casse-pied du coup pour vous, si ça coupe. Et c'est que ma voix par contre qui coupe? Ou c'est la musique aussi qui coupe? À tout point de vue, ses apprentissages précoces furent prodigieux et singuliers, et ses écrits tout naturels me captivèrent en dépit de mes quelques années de plus. À cette époque, mes penchants me poussaient à absorber tout ce qui me parvenait, jusqu'au grotesque, et je trouvais, dans ce garçon plus jeune, un esprit qui s'apparentait au mien comme rarement. Ce qui se cachait derrière notre amour commun des mystères et des secrets tenait, sans aucun doute, à l'ancienneté vénérable et poussiéreuse, vaguement effroyable, de la ville dans laquelle nous vivions. L'Arkham, aux légendes de sorcières, aux sorts et aux fantômes, dont les toits biscornus et affaisés, les balustrades déglinguées des maisons style Roi George, surplombaient silencieusement depuis des siècles le bouillonnement de la miskotanique. Ça va pour moi. Ben du coup, si... Ah, ça vient peut-être de ton côté, Ouna, du coup, si Laurent, ça va.
Il n'y a pas possibilité que tu réduises la qualité du stream? Comme ça, ta connexion a un peu moins de travail à faire. Le temps s'écoula. J'entrepris d'étudier l'architecture et renonça à mon projet d'illustrer un livre des poèmes démoniaques d'Edward, mais notre amitié n'en souffrit aucun éloignement. Le bizarre génie du jeune Derby se développait continuellement et, lors de sa 18e année, les poèmes issus de ses rêves et cauchemars, quand ils furent publiés sous les titres Azaoth et autres horreurs, firent réellement sensation. Il était un correspondant intime de l'insigne poète baudelairien Justin Gaufroy, qui écrivit Le peuple de Monolithe et mourut, hurlant dans un asile de fous, en 1926, après une visite à un village sinistré de Hongrie, considéré comme hanté. Dans la confiance en soi et les affaires pratiques, cependant, Derby était grandement retardé, à cause de sa vie beaucoup trop dorlotée. Sa santé s'était améliorée, mais les habitudes venues d'une enfance dépendante étaient entretenues par des parents surprécautionneux. Jamais il ne voyageait seul, ni ne prenait des décisions indépendantes ou n'assumait de responsabilités. On se douta très tôt qu'il ne serait jamais à égalité dans le combat des affaires ou l'arène professionnelle, mais la fortune familiale était assez grande pour qu'on n'en fasse pas une tragédie. Quand il atteignit l'âge adulte, il garda trompeusement l'aspect de l'adolescence. Blond, aux yeux bleus, il avait la complexion fraîche d'un enfant, et sa tentative de se laisser pousser la moustache n'était perceptible qu'avec difficulté. Sa voix était douce et légère, et sa vie choyée, sans exercice, lui avait conservé les rondeurs juvéniles plutôt que le petit ventre, qui signifie l'approchement de l'âge médian. Il était de bonne taille, et son visage agréable en aurait fait un galant notable si sa timidité ne l'avait pas conduit à la réclusion et au livre. Les parents de Derby l'emmenaient chaque été à l'étranger, et il fut facile de se saisir des manières de surface qu'ont les Européens dans leurs pensées et expressions. Son talent à la Edgar Poe vira de plus en plus au décadent, et toute autre sensibilité ou aspiration artistique fut moitié enterrée en lui. On avait de grandes discussions en ces temps. J'étais entré à Harvard, puis avais étudié dans une agence d'architecture à Boston, m'étais marié, puis était finalement revenu m'installer à Arkham pour exercer ma profession, emménageant dans la maison familiale Saltaston Street, puisque mon père, lui, avait dû partir en Floride pour sa santé. Edward avait pris l'habitude de venir quasi tous les soirs, au point que je le considérais comme quelqu'un de la maison. Il avait une façon caractéristique de tirer la sonnette ou de frapper le heurtoir, qui était devenu comme un code ou un signal. Aussi, après dîner, je m'attendais à ces 3 coups brusques, suivis de 2 autres, après un instant. Moins souvent, c'est moi qui me rendais chez lui et notais, avec envie, les obscurs volumes de sa bibliothèque en constante expansion. Derby était allé à l'université Miskatonic d'Arkham, puisque ses parents n'auraient pas condescendu à ce qu'il s'éloigne. Il y était entré à 16 ans et avait terminé le premier cycle en 3 ans, major de sa promotion en littérature anglaise et française, et les meilleurs résultats en tout ce qui n'était pas sciences et mathématiques. Il ne s'était mêlé que très peu aux autres étudiants, quoique jalousant la bande la plus bohème ou osée, dont le langage superficiel et si smart comme la pose d'ironie idiote le faisait saliver, et dont il rêva d'adopter la conduite douteuse. Ce qu'il fit fut de devenir un dévot quasi fanatique des croyances souterraines et magiques pour lesquelles la bibliothèque de la Miskatonic était, et est toujours, si réputée. Toujours à camper dans les territoires du rêve et de l'étrange, maintenant il fouilla profondément dans les vraies ruines et les énigmes laissées par un passé fabuleux pour l'édification ou la perplexité de sa postérité. Il lisait des choses comme l'effrayant Livre des Bons, les Unosprikant-Klut de Van Juns et le Necromicon interdit du fou arabe Abdul al-Azred, sans jamais dire à ses parents qu'il les avait fréquentés. Edward avait 20 ans quand j'eus mon fils, mon enfant unique, et cela sembla lui faire plaisir que j'appelle le nouveau-né Edward Derby Upton, d'après son propre nom. Quand il atteignit ses 25 ans, Edward de Derby était un homme de prodigieux savoir et un poète et romancier plutôt renommé, quoique son manque de relations et de responsabilités
lui ralentit sa croissance littéraire et que ses œuvres, trop livresques, manquassent d'originalité. J'étais peut-être son plus proche ami, le révérant comme une inépuisable mine de débats théoriques vitaux, tandis qu'il m'appréciait pour ses conseils en tout ce qu'il n'eût pas osé référer à ses parents. Il était resté célibataire, plus par timidité, inertie et surprotection parentale que par inclination. Il ne frayait avec la société que pour les questions les plus superficielles et les plus neutres. Quand vint la guerre, à la fois sa santé et cette timidité invétérée le gardèrent à la maison. Je fus moi-même convoqué à Plattsburgh, mais ne fus pas envoyé de l'autre côté de la mer. Ainsi se passèrent ces années. La mère d'Edward mourut quand il eut 34 ans, et pendant des mois, il fut réduit à rien par une sorte d'incapacité psychologique. Son père l'emmena quand même en Europe, et il finit par s'extraire de ses troubles sans autre effet visible. Il semblait ensuite en ressentir une sorte d'euphorie grotesque, comme s'il en avait partiellement délivré d'invisibles liens. Il commença à s'introduire dans cette bande la plus avancée de l'université, malgré son âge mûr, et fut présent dans quelques histoires plutôt raides, devant une fois s'acquitter d'un lourd chantage, dont il m'emprunta la somme, pour que sa participation à une certaine entreprise soit tenue à l'écart de son père. Quelques-unes des rumeurs qu'on chuchotait à propos de cette bande la plus excitée de la Miskatonic étaient très singulières. Certaines parlaient même de magie noire et de soirées loin, au-delà du croyable. Edward avait 38 ans quand il rencontra Asenath Waite. Elle avait, je suppose, dans les 23 ans à ce moment-là. Elle termina un diplôme spécialisé en métaphysique médiévale à la Miskatonic. La fille d'un de mes amis l'avait connue au lycée de Kingsport et avait plutôt tendance à l'éviter à cause de sa réputation bizarre. Elle était brune, plutôt petite et très avenante. Or ses yeux protubérants, mais quelque chose dans son expression lui aliénait les personnes les plus sensibles. C'était cependant bien plutôt ses origines et sa conversation qui faisaient que la plupart des gens l'esquivaient. Elle appartenait au Waite d'Innsmouth, et de sombres légendes s'étaient répandues depuis des générations à propos d'Innsmouth demi-écroulé, encore plus déserté, et sa population. Il y avait ces histoires de terribles marchandages dans les années 1850 et d'un étrange élément, pas complètement humain, parmi les anciennes familles descendant des premiers pêcheurs installés là, des histoires telles que seuls les plus anciens Yankees peuvent faire renaître et répéter avec le léger tremblement qui convient. Le cas d'Asenath était aggravé par le fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite, une fille tard venue d'une femme inconnue qui se présentait toujours voilée. Ephraim vivait à Innsmouth dans une villa moitié en ruine de Washington Street, et ceux qui avaient vu l'endroit, les gens d'Arkham évitaient d'aller à Innsmouth autant qu'ils le pouvaient, rapportaient que les mansardes étaient toujours occupées et qu'on y entendait parfois d'étranges sons lorsque venait le soir. On savait que le vieil homme avait été un prodigieux apprenti en magie dans son temps, et la légende voulait qu'il ait pu lever ou calmer une tempête en mer selon ses souhaits. Je l'avais aperçu une ou deux fois à Arkham, à la bibliothèque de l'université, venu consulter les tomes interdits, et je n'avais senti que répulsion pour son visage saturnien et vorace, avec son enchevêtrement de barbe grise. Il était mort fou, et dans quelques ignobles circonstances, juste avant que sa fille, faite sa pupille par sa volonté, entre à Old School, elle qui avait été son apprenti morbidement éclairé et semblait aussi diabolique parfois que lui-même. Quand la nouvelle de sa relation avec Edward commença à se répandre, cet ami, dont la fille était allée au lycée avec Asenath, nous raconta beaucoup de choses curieuses. Asenath, semblait-il, se faisait passer pour une sorte de magicienne et avait semblé capable, dès le lycée, d'accomplir de bizarres prouesses. Elle prétendait, elle aussi, être capable de lever des tempêtes, même si son apparent succès provenait plutôt de quelques mystérieuses affinités pour la prédiction.
Tous les animaux s'éloignaient manifestement d'elle, et elle pouvait faire aboyer n'importe quel chien par un certain mouvement de sa main droite. Il y avait des instants où elle livrait des éclairs de connaissances et de langage très singuliers et très choquants pour une jeune fille. Et quand elle voulait effrayer ses camarades de classe, elle avait des regards et clignements d'une sorte inexplicable, qui semblaient impliquer une ironie obscène et enthousiaste, sans rien de commun avec sa propre condition. Plus inhabituelles étaient les relations bien attestées de son influence sur d'autres personnes. Elle était sans conteste une hypnotiseuse née. En fixant d'une façon particulière une de ses camarades, elle donnait à celle-ci le sentiment très distinct d'un échange de personnalités, comme si le sujet était momentanément placé dans le corps de la magicienne et se découvrait capable d'apercevoir son propre corps depuis l'autre côté de la pièce, ses yeux protubérants prenant alors un éclat extraterrestre. Asnat faisait souvent des déclarations à l'emporte-pièce sur la nature de la conscience et sur son indépendance de la configuration organique, ou tout au moins du processus vital de la configuration organique. Son grand dépit, cependant, ne pas être un homme, tant elle s'imaginait que le cerveau masculin avait certains pouvoirs uniques pour communiquer à distance avec le cosmique. Qu'on lui donne un cerveau masculin, proclamait-elle, et elle ne serait pas seulement légale, mais surpasserait son père dans la maîtrise des forces inconnues. Edward avait fait la connaissance d'Asnat dans une rencontre de cette intelligentsia qui fréquentait les chambres d'étudiants et ne put me parler de rien d'autre quand il vint me voir le soir suivant. Il l'avait trouvé d'une érudition et d'un intérêt qui l'absorbait complètement, et d'autre part était furieusement conquis par son apparence. Je n'avais jamais vu la jeune femme et ne me rappelais que vaguement ce qu'on m'en avait dit, mais je savais qui elle était. Cela semblait plutôt regrettable que Derby se soit autant emballé pour elle. Mais je ne dis rien pour le décourager, sachant comment une opposition pouvait renforcer la première infutation. Il ne comptait pas, dit-il, en parler à son père. Les semaines suivantes, lors des visites du jeune Derby, je n'entendis parler de très peu d'autre chose que d'Asenat. D'autres avaient déjà remarqué cette galanterie automnale d'Edward, même s'il convenait qu'il ne faisait pas son âge, et de loin, et semblait vraiment peu approprié en tant que cavalier de sa bizarre divinité. Il était juste un tantinet ventripotent, malgré son indolence et son indulgence à lui-même, et son visage était tout lisse. Asnat, au contraire, avait ses pas de doigts prématurés qui témoignaient d'une intense volonté. Dès cette époque, Edward amena la jeune femme à venir me voir avec lui, et d'emblée je constatais que son intérêt n'était d'aucune manière sans réciproque. Elle le regardait continuellement avec un air presque de prédateur, et je compris que leur intimité serait impossible à démêler. Bientôt j'eus une visite du vieux monsieur Derby, que j'avais toujours admiré et respecté. Il avait appris ce qui concernait la nouvelle amitié de son fils, et avait tiré les vers du nez du garçon. Edward était décidé à épouser Asnat, et avait même commencé à visiter des maisons dans les faubourgs. Sachant mon habituelle influence sur son fils, le père se demandait si je pouvais l'aider à casser ses fiançailles malsaines. Mais je lui en exprimais le doute avec regret. Cette fois, il ne s'agissait pas de la faiblesse d'Edward, mais de la force de volonté de sa compagne. L'enfant perpétuel avait transféré sa dépendance de l'autel parental à une nouvelle et plus forte image, et on ne pouvait plus aller contre. On célébra le mariage un mois plus tard, devant le juge de paix, à la demande de la mariée. Monsieur Derby, je l'en conjurais, n'offrit pas d'opposition, et lui, ma femme, mon fils et moi-même participâmes à la brève cérémonie. Les autres invités étaient les jeunes gens de la bande de l'université. Asnat avait choisi d'acheter la vieille maison Crownshield, dans la campagne, tout au bout de High Street, et ils s'y installèrent après un court voyage à Innsmouth, d'où ils rapportèrent 3 domestiques, des livres et du mobilier. C'était probablement non par spéciale considération envers Edward et son père,
mais par un souhait personnel de rester à proximité de l'université, de sa bibliothèque et de sa bande de sophistiqués, Cazenat choisit de s'installer à Arkham, au lieu de retourner définitivement là d'où elle venait. Quand Edward revint me voir après la lune de miel, je pensais qu'il avait légèrement changé d'allure. Aznat lui avait fait renoncer à sa moustache en perpétuel développement, mais il n'y avait plus que cela. Il paraissait plus sobre et plus concentré, et avait changé sa moue habituelle de rébellion enfantine pour une sorte de morgue triste. J'étais hésitant à décider si j'aimais ou n'aimais pas ce changement. Bien sûr, il en paraissait pour l'instant plus naturellement adulte que ce n'était le cas auparavant. Peut-être que le mariage était une bonne chose, et pourquoi pas l'émancipation de sa vieille dépendance via l'actuelle étape d'une neutralisation qui l'aurait mené enfin à une indépendance responsable. Il vint seul, parce que Aznat était très occupée. Elle avait déménagé un vaste ensemble de livres et d'appareils d'Innsmouth. Derby frissonna quand il en dit le nom, et terminait les réparations de la vieille maison Crowenshield et de son terrain. La maison d'Azenat, celle de la ville, était un lieu plutôt inquiétant, et certains des objets qu'on y trouvait avaient appris à Edward des choses surprenantes. Il progressait vite dans les coutumes ésotériques, maintenant qu'Aznat le guidait. Plusieurs des expériences qu'il y menait étaient osées et radicales. Il ne se sentait pas la liberté de me les décrire, mais il avait confiance dans ses pouvoirs et intentions. Les trois domestiques étaient un peu bizarres, un couple d'un âge incroyable qui avait été au service d'un vieil Épram et se référait à lui et à la mère disparue d'Aznat d'une façon cryptée, et une gamine, à la peau basanée, victime de plusieurs anomalies marquées et qui semblait exhaler une perpétuelle odeur de poisson. Est-ce qu'on n'est pas bien quand même? Un cadre plutôt sympathique, qu'en pensez-vous pour commencer, pour commencer l'histoire? Pendant les 2 années suivantes, je vis de moins en moins Derby. Il se passait parfois une quinzaine sans les 2 coups familiers à la porte d'entrée. Et il n'était que très peu disposé à parler de sujets importants. Il était devenu très secret quant à ses études de l'occulte qu'auparavant, il décrivait et discutait avec une telle minutie et préférait éviter qu'on parle de sa femme. Elle avait étonnamment vieilli depuis leur mariage, au point que maintenant, à la surprise de tous, elle semblait la plus âgée des deux. Son visage affirmait l'expression la plus concentrée et déterminée que j'aie jamais vue, et son aspect général provoquait une répulsion vague, mais irrésistible. Ma femme et mon fils le remarquèrent comme moi, et nous cessâmes progressivement de lui rendre visite, ce dont elle nous fut parfaitement reconnaissante. Dans un de ces accès de naïveté enfantine, Edward voulut bien l'admettre. Plusieurs fois, les Derby partirent pour de longs voyages, soi-disant en Europe, mais Edward nous en cachait les destinations les plus obscures. C'est après la première année que commencèrent les commérages sur les changements survenus chez Edward Derby. C'était vraiment des observations fortuites, parce que les changements étaient purement physiologiques, mais cela mit toujours quelques points intéressants. De temps en temps, semblait-il, on observait qu'Edward affichait une expression et accomplissait des choses totalement incompatibles avec son habituelle nature lymphatique. Ainsi, alors que jusqu'ici il n'avait jamais conduit de voiture, on le voyait à l'occasion s'engouffrer au sortir de la vieille route de Crowenshield dans la puissante pacarde d'Aznat, s'en débrouillant comme un maître et s'extirpant des embouteillages avec une dextérité et une détermination étrangères à ses façons jusqu'ici. Dans de tels cas, il semblait juste rentrer de voyage, ou au contraire s'y lancer. Quelle sorte de voyage, personne ne pouvait le deviner, mais de préférence en direction d'Innsmouth. Bizarrement, sa métamorphose semblait à la fois plaire et le contraire. Les gens disaient que, par moments, il ressemblait trop à sa femme, ou au vieil Ephraim Waite lui-même.
Mais peut-être ces sensations semblaient possibles parce qu'elles étaient rares. Parfois, des heures après être parti de cette façon, il en revenait avachi sur la banquette arrière, tandis qu'à l'évidence, un chauffeur ou un mécanicien loué conduisait. Malgré tout, son aspect prépondérant dans la rue, durant cette période, d'une dissolution de ses contacts sociaux, y compris, je dois le dire, les visites qui me le rendaient, fut celui de cette indécision d'autrefois, celle de son enfance irresponsable, même plus marquée que par le passé. Tandis que vieillissait le visage d'Aznat, Edward, sauf dans quelques exceptionnelles occasions, se dissolvait progressivement dans une sorte d'immaturité exagérée. Même parfois, un tracé de tristesse ou de compréhension venait soudain le traverser. C'était vraiment perturbant, et les Derby s'éloignèrent même du cercle de fêtards de l'université, non parce qu'ils en auraient pris dégoût, entendîmes-nous dire, mais parce que les dimensions suivies par leurs nouvelles études choquaient même les plus insensibles des autres décadents. Dans la 3e année de son mariage, Edward commençait à s'ouvrir clairement à moi d'une certaine peur et insatisfaction. Il se mit à faire des remarques à propos de choses qui allaient trop loin et parlait obscurément du besoin de sauver sa propre identité. Au début, je ne pris pas garde à ces allusions, mais progressivement et avec circonspection, je commençais à le questionner à ce propos, me souvenant de ce que la fille de mes amis avait rapporté quant à l'influence hypnotique d'Aznat sur les autres filles du lycée, notamment ces cas où les étudiantes avaient pu penser qu'elles étaient dans son corps à elle, regardant à travers la pièce et se voyant elles-mêmes. Ces questions que je lui posais semblaient le rendre à la fois méfiant et reconnaissant, et il bredouilla une fois quelque chose comme quoi il aurait une sérieuse discussion avec moi sur tout ça, un de ces jours. C'est à cette époque que mourut le vieux monsieur Derby, ce dont après coup je fus vraiment soulagé. Edward en fut douloureusement affecté, même si cela ne le désorganisa en rien. Étonnamment, il avait très peu vu son père depuis son mariage, comme si Aznat avait concentré en elle-même toute la force vitale du lien familial. Quelques-uns le traitèrent de sans-cœur pour cette négligence, surtout quand parallèlement, cette coquetterie et confiance des courses en voiture augmenta. Il souhaita alors revenir s'installer dans la vieille villa des Derby, mais Aznat insista pour rester dans la maison de Crowenshield, à laquelle elle s'était si bien habituée. Peu de temps plus tard, ma femme entendit une chose curieuse, rapportée par une amie, une de ces rares relations qui n'avaient pas laissé tomber la fréquentation des Derby. Elle s'était rendue tout au bout de High Street pour une visite au couple et avait vu une voiture quitter brusquement l'allée avec le visage étrangement confiant et presque cyniquement souriant d'Edward au-dessus du volant. Sonnant à la porte, la répugnante jeune demoiselle lui dit qu'Aznat était de sortie aussi. Mais par hasard, en partant, elle se retourna vers la maison. Là, à l'une des fenêtres de la bibliothèque d'Edward, elle aperçut un visage qui se retira brusquement. Un visage dont l'expression de peine, de défaite, d'une mélancolie sans espoir était poignante, au-delà de toute description. C'était Aznat, si incroyable que ça paraisse au regard de son rôle dominateur. Mais la visiteuse jura que dans le bref instant que le regarda ce visage, elle avait vu les yeux tristes et confus du pauvre Edward. Les visites d'Edward étaient redevenues un peu plus fréquentes, et ses allusions devinrent progressivement plus concrètes. Ce qu'il disait, on ne pouvait le croire, même dans Arkham hanté de tant de légendes depuis tant de siècles. Il parlait de terribles rencontres dans un lieu solitaire, de ruines cyclopéennes au cœur du bois de Maine, sous lesquelles de vastes escaliers menaient à des abysses de secrets éteints et où des galeries compliquées conduisaient à travers des murs invisibles à d'autres régions de l'espace et du temps, et que de hideux échanges de personnalités permettaient l'exploration de lieux lointains et interdits, dans d'autres mondes, dans un autre continuum d'espace-temps. Il pouvait même corroborer certaines de ses plus folles allusions en nous produisant des objets qui me déconcertaient totalement, des couleurs indescriptibles et des textures déroutantes,
Des objets comme je n'en avais jamais vu sur la Terre, dont les courbes folles sur une surface sans fonction concevable ne suivaient aucune géométrie cohérente. Ces choses, disait-il, venaient du dehors. Et sa femme savait comment les obtenir. Parfois, mais toujours dans des chuchotements effrayés et ambigus, il suggérait des choses à propos du vieil Ephraim Waite, qu'il avait vu à l'occasion à la bibliothèque de l'université dans les temps anciens. Ces insinuations, il ne les précisait jamais, mais semblaient tourner autour d'un doute particulièrement horrible, à savoir si le vieux sorcier était réellement mort, dans un sens aussi bien spirituel que corporel. Dans d'autres moments, Derby s'arrêtait abruptement dans ses confidences, et je me demande si Aznath aurait pu deviner son discours à distance, et lui intimait de se taire à travers quelque sorte inconnue de télépathie mesmérique, un de ces pouvoirs comme ceux dont elle se jouait au lycée. Elle devait certainement se douter qu'il me racontait des choses, parce qu'à mesure que les semaines passaient, elle essayait de lui faire cesser ses visites par des mots et de regards d'une puissance inexpliquée. C'est seulement avec difficulté qu'il pouvait venir me voir, parce que même s'il prétendait aller autre part, une force invisible obstruait ses mouvements ou lui faisait oublier sa première destination. Elle découvrait toujours la vérité ensuite. Les domestiques surveillaient ses départs et retours, mais d'évidence, elle ne pensait pas nécessaire de prendre des mesures plus drastiques. Coup dur pour notre héros actuellement. Derby était marié depuis plus de 3 ans. Ce jour, du mois d'août, quand je reçus ce télégramme du Maine, je ne l'avais pas vu depuis 2 mois, mais on disait qu'il s'était éloigné, pour raisons professionnelles. On supposait qu'Aznath l'accompagnait, bien que des commérages vigilants aient déclaré qu'il y avait du monde à l'étage, dans la maison, aux fenêtres, à double rideau. Et maintenant, le shérif de la ville de Chesnecook envoyait un télégramme à propos de ce fou boueux qui était sorti des bois en titubant et qui, dans son délire et ses cris, implorait ma protection. C'était Edward, qui était juste à peine capable de se souvenir de son propre nom, ainsi que de mon nom et de mon adresse. Chesnecook est proche des bois les plus sauvages et profonds, et les moins explorés qui encerclent le Maine, et cela me prit une pleine journée de cahotement fiévreux dans une scénographie fantastique et impénétrable pour y arriver en voiture. Je trouvai Derby dans la cave d'une ferme proche de la ville, oscillant entre frénésie et apathie. Il me reconnut d'emblée et commença à déverser un torrent incohérent et insensé de mots qu'il m'adressait. Dan, pour l'amour de Dieu, les puits des Sogotes tout en bas des 6000 marches, l'abomination des abominations. Je ne voulais pas qu'elle m'y emmène et je me suis retrouvé moi-même. Ya. Shubnugrat, la forme se levait depuis l'autel. Ils étaient 500 hurlés. La chose enveloppée bêlait. Kamog. C'était le nom secret du vieil Ephraim dans leurs assemblées. J'étais là alors qu'elle m'avait promis de ne pas m'y emmener. 1 minute avant, j'étais enfermé dans la bibliothèque et voilà que j'étais là où elle était allée avec mon corps. Le lieu du plus grand blasphème, le puits obscène, où commence le royaume de l'obscur, où le gardien garde la porte. J'ai vu un Shoggoth, il a changé de forme. Je n'ai pu le supporter, je ne veux pas le supporter. Je la tuerai si elle m'envoie là-bas de nouveau. Je tuerai l'entité. Elle, lui, ça. Je tuerai ça. Je tuerai ça de mes propres mains. Cela me prit 1 heure pour le calmer, mais il finit par s'écrouler. Le lendemain, je lui achetai des vêtements décents au village, puis le ramenai à Arkham. Sa furie hystérique était passée, et il préférait le silence, se mettant pourtant à marmonner pour lui-même quand la voiture eut traversé Augusta, comme si la vue d'une ville le rappelait à des souvenirs déplaisants. C'était clair qu'il n'avait nulle envie de revenir chez lui, et à considérer l'immense désillusion qu'il avait envers sa femme,
des illusions sans aucun doute ayant sa source dans le supplice d'hypnose auquel il était soumis, je pensais qu'il ferait mieux de s'en protéger. Je résolus de l'héberger pendant quelque temps, aucune importance si Aznat trouvait cela inconvénient. Ensuite, je l'aiderais à obtenir le divorce et témoignerais que divers facteurs mentaux rendaient ce mariage suicidaire pour lui. Quand nous eûmes retrouvé la campagne, les marmonnements de Derby s'effacèrent. Je le laissai dodeliner puis sombrer sur le siège à côté de moi pendant que je conduisais. Pendant notre traversée de Portland, au crépuscule, le marmonnement recommença, plus distinctement que le précédent, et comme j'écoutais, j'entendis un flot de bêtises allant jusqu'à la folie à propos d'Aznat. La façon dont elle avait fait sa proie des nerfs d'Edward était totale. On aurait dit qu'elle avait tissé tout un ensemble d'hallucinations autour de lui. La situation où il était à cette heure, grognait-il indistinctement, était seulement un épisode d'une longue série. Elle assurait sa prise sur lui. Il savait qu'un jour, elle ne le laisserait plus repartir. Même maintenant, elle ne le laissait s'échapper que par l'impossibilité d'assurer sa prise un temps suffisamment long. Elle s'emparait de son corps en permanence et s'en allait en des lieux sans nom, pour des rites sans nom, l'abandonnant lui dans son corps à elle et l'enfermant à l'étage. Mais parfois, elle ne pouvait maintenir la prise, et il se retrouvait tout soudain à nouveau dans son propre corps, mais au loin, dans un lieu horrible et peut-être inconnu. Quelquefois, elle reprenait sa prise sur lui, et quelquefois elle ne le pouvait pas. Souvent il se retrouvait en rade, échoué comme je l'avais trouvé, et à nouveau, il lui fallait reprendre le chemin du retour depuis des distances effrayantes, ou que quelqu'un accepte de le ramener en voiture, une fois capable de s'orienter. Le pire de tout, c'est qu'elle assurait sa prise sur lui de plus en plus longtemps, à chaque fois. Elle voulait être un homme, pour être pleinement humaine. C'est pour cela qu'elle s'emparait de lui. Elle avait perçu ce mélange en lui d'un cerveau de fin ouvrage et d'une volonté molle. Un jour, elle le consignerait définitivement et disparaîtrait avec son corps. Disparaîtrait pour être un grand magicien, comme était son père, et le laisser abandonner dans cette coquille femelle qui n'était même pas complètement humaine. Oui, il en avait appris sur le sang d'Innsmouth maintenant. Il y avait eu ces trafics avec ces choses de la mer. C'était horrible. Et le vieil Ephraim avait appris le secret, une fois devenu vieux. Il fit cette chose horrible pour rester en vie. Il voulait vivre toujours. Aznat y arriverait. Il en avait déjà eu une démonstration parfaite. Pendant qu'il marmonnait, je me retournais pour le regarder de près, vérifiant cette impression de changement qu'un premier examen m'avait donnée. Paradoxalement, il semblait en meilleure forme qu'autrefois, plus dur, mieux développé, et sans trace de cet avachissement malatif dû à son indolence habituelle. Cela tenait à ce que, pour la première fois de sa vie dorlotée, il avait été réellement actif et correctement exercé. À cela pouvait-on juger que la force d'Aznat avait dû le pousser dans d'inhabituels courants de mouvements et d'épreuves. Mais pour l'instant, son esprit était dans un état misérable. À preuve ces extravagances délirantes qu'il proférait sur sa femme, sur la magie noire, sur le vieil Ephraim, et à propos de cette révélation qui saurait me convaincre. Il répétait des noms que je me souvenais avoir vus passer en feuilletant les livres interdits, et qui parfois me faisaient frissonner pour la teneur mythologique qui les parcourait, d'une conviction cohérente au fil de ses bredouillements. Encore et encore il s'arrêtait, comme pour se donner courage avant une terrible rupture finale. « Dan, tu ne te souviens pas de lui ? Ce regard farouche et sa barbe en désordre qui n'a jamais blanchi. Il m'a regardé une fois, et je ne l'ai jamais oublié. Maintenant, c'est elle qui me regarde comme ça, et j'ai compris pourquoi. Il a trouvé ça dans le Necromicon, la formule. Je n'ose pas te dire la page, pas pour l'instant, mais si tu la lisais, tu comprendrais. Alors, tu saurais ce qui m'a englouti. Comme ça, corps pour corps, corps pour corps. Cela veut dire ne jamais mourir, le rayon de vie. Il sait comment casser le lien.
Cela peut vaciller pendant un temps, même quand le corps est mort. Je te donnerai les indices, tu devineras le reste. Écoute, Dan, tu sais pourquoi ma femme prend une telle peine avec cette histoire idiote de main gauche pour écrire? Tu as jamais vu un manuscrit du vieil Éphraïm? Tu veux savoir pourquoi j'ai tremblé quand j'ai eu certains des brouillons qu'Aznat avait jetés? Aznat, est-ce qu'elle existe seulement? Pourquoi il pense à moitié qu'il y avait du poison dans l'estomac du vieil Éphraïm? Pourquoi les Gilman racontent ces choses sur la façon dont il pleurait, comme un enfant qui a peur, quand il est devenu comme fou et qu'Aznat l'avait enfermé dans ce grenier où l'autre avait été? Est-ce que c'était la tête d'Éphraïm qui était enfermée? Qui a enfermé qui? Pourquoi avait-il cherché pendant des mois quelqu'un qui avait un bon cerveau, mais peu de volonté? Pourquoi avait-il maudit que sa fille ne soit pas un fils? Dis-le-moi, Daniel Upton. C'était quoi cet échange diabolique? Qu'est-ce qu'ils ont perpétré dans cette maison d'horreur avec cet enfant mi-humain, à volonté d'enfant, mais confiant et à sa merci? Est-ce qu'il n'est pas arrivé à rendre ça permanent, comme elle finira par le faire avec moi? Dis-moi pourquoi cet être qui s'appelle soi-disant Aznat écrit-il différemment quand c'est sans témoin et que tu ne pourrais dire que c'est elle qui n'écrit pas? Alors, la chose se produit. La voix de Derby était montée dans l'aigu presque jusqu'au cri, tandis qu'il délirait, quand d'un coup, elle fut refermée comme par un rabat mécanique. Je me rappelais de ces autres occasions chez moi, quand ces confidences avaient aussi brusquement cessé, quand j'avais moitié imaginé qu'une sorte d'obscure onde télépathique, due à la force mentale d'Aznat, était intervenue pour les réduire au silence. Mais ceci tout de suite était quelque chose de radicalement différent, et je le ressentis ainsi, infiniment plus horrible. La convulsion qui se saisit du visage à mon côté m'interdit un instant de le reconnaître, tandis qu'à travers le corps tout entier passait comme une grande onde, comme si tous les os, les organes, les muscles, les nerfs, les glandes se réajustaient eux-mêmes dans une posture radicalement différente, une autre manière de tension, une autre personnalité générale. Là où réside un tel comble de l'horreur que je ne pourrais en faire part de toute ma vie. C'est comme s'il me balayait et m'inondait une vague de répulsion maladive, comme l'impression glaçante ou pétrifiante d'une aliénation ou d'une anormalité extrême, et ma prise sur le volant devint floue et incertaine. La silhouette à côté de moi semblait moins celle de l'ami de toute une vie que l'intrusion d'un espace extérieur, une concentration diabolique et totalement inconnue et maligne des forces cosmiques. J'avais faibli juste un instant, mais avant que j'aie repris mes esprits, mon compagnon s'était saisi du volant et m'avait forcé à ce que nous échangions nos places. Le crépuscule maintenant se faisait épais, et nous avions laissé les lumières de Portland loin derrière. Aussi, je ne distinguais que très peu son visage. Le rayonnement de ses yeux, cependant, restait phénoménal, et je sus qu'il était maintenant dans cet état étrangement revitalisé, à l'opposé de sa nature, ce que tant de personnes avaient remarqué. Il me semblait insolite et anormal qu'Édouard de Derby, le très mou, lui qui ne pouvait jamais se soutenir lui-même et qui n'avait jamais appris à conduire, me donna désormais des ordres à ce sujet et prit le volant de ma propre voiture. C'est précisément ce qui s'était produit. Tout un temps, il s'abstint de parler, et dans l'inexplicable horreur où j'étais, je ne pouvais que m'en réjouir. En traversant Bidfort, puis Saco, les lumières me firent voir le trait ferme de sa bouche et de son menton, et je frissonnais à la lueur de son regard. Les gens avaient raison. Il ressemblait diablement à sa femme,
et au vieil Éphraïm dans cet état. Je ne m'étonnais pas tant que ces états soient si différents. Il y avait certainement quelque chose de surnaturel et de diabolique chez eux, et je percevais le plus sinistre de façon plus aiguë à cause de ces divagations extravagantes que j'avais entendues. Cet homme, que toute ma vie j'avais connu comme étant Edward Pickman Derby, était un étranger, une intrusion venue des abysses noirs. Il ne parla pas avant que nous soyons sur une portion de route très obscure, et quand il le fit, sa voix me sembla tout le contraire de la voix familière. Elle était plus profonde, plus accentuée, et plus décidée que je ne l'avais jamais connue. Même son accent et sa prononciation avaient changé. Bien que vaguement, de très loin, et de façon très perturbante, me rappelant quelque chose que je ne pouvais situer. C'était, pensais-je, la trace dans le timbre d'une très profonde et très franche ironie. Pas du tout la pseudo-ironie clinquante, insignifiante et snob de la bande des sophistiqués que Derby avait affecté si longtemps. Quelque chose de sinistre, glacial, envahissant, potentiellement démoniaque. Et je m'émerveillais d'une telle maîtrise de soi, suivant l'ensorcellement de ces marmonnements paniqués. J'espère que tu pourras oublier cette attaque que j'ai eue là-bas, Upton, me dit-il. Tu sais comment sont mes nerfs, et je sais que tu peux excuser tout ça. Je te suis énormément reconnaissant, bien sûr, de m'avoir reconduit à la maison. Et tu devras aussi oublier toutes ces bêtises que j'ai pu te dire sur ma femme, ou sur d'autres choses en général. C'est ce qui se passe quand on s'en surmène dans un champ d'études comme le mien. Ma philosophie est remplie de concepts bizarres, et si tu as la cervelle qui déraille, ça vient se mélanger en un tas de dérives bizarres. Je vais me reposer quelque temps. Pendant quelque temps, tu ne me verras plus. Mais ne viens pas le reprocher à Aznath. À mon avis, il se réjouit bien vite, ça va finir en vinaigre vu le peu qu'il en a entendu. Oui, là, au début, il y avait des soupçons, tu vois. Là, ça commence à être chaud ce qui lui arrive. Franchement, il commence à être dans la mouise. Et il reste encore 20-30 pages à lire, ce qui te laisse supposer euh, tous les malheurs qui peuvent encore lui arriver. Ce voyage était un peu bizarre, mais en fait c'est très simple. Il y a de vieilles reliques indiennes dans ces bois du nord, des pierres relevées et tout ça. C'est une mine pour le folklore. Aznath et moi, on regarde de près tout ça. C'était une recherche difficile, on dirait que j'ai perdu la boule. Il faudra que j'envoie quelqu'un récupérer la voiture quand je serai rentré à la maison. Un mois de repos et je serai sur pied pour reprendre. Je ne me souviens pas de ce que j'ai pu dire ou répondre, parce que l'aliénation déconcertante de mon voisin de siège monopolisait toute ma conscience. À chaque instant, grandissait cette sensation d'une indéfinissable horreur cosmique, au point que j'étais dans un état virtuel de parfait délirium, ne pouvant que souhaiter la fin du voyage. Derby ne m'offrit pas de me redonner le volant, et je fus heureux de la vitesse à laquelle nous traversâmes et dépassâmes Portsmouth, puis Newburyport. À la jonction, d'où l'autoroute principale s'enfonce dans les terres pour contourner Innsmouth, je craignais que mon chauffeur prenne la route en corniche qui traversait le visage d'Amné. Il ne le fit pas, heureusement, mais se lança vers Rowley, Ipswich, puis notre destination. Nous atteignîmes Arkham un peu avant minuit et trouvâmes les lumières encore allumées dans la vieille maison Crowninshield. Derby quitta la voiture en répétant hâtivement ses remerciements, et je regagnai seul mon domicile avec un curieux sentiment de soulagement. Ça avait été un terrible voyage, et je ne regrettais pas que Derby m'ait annoncé ne pas venir de sitôt me tenir compagnie. Il y eut beaucoup de rumeurs les 2 mois suivants.
Les gens témoignaient de plus en plus souvent avoir aperçu Derby dans son nouveau regain d'énergie et Asnath de plus en plus rare à trouver pour ses quelques visiteurs. Je ne reçus qu'une seule visite d'Edward, venu brièvement dans la voiture d'Asnath, récupéré comme prévu là où il l'avait laissé dans le Maine, pour reprendre quelques livres qu'il m'avait prêtés. Il était dans son nouvel état, et il s'arrêta seulement assez longtemps pour quelques remarques évasives et polies. C'était évident qu'il n'avait rien à discuter avec moi dans cette condition, et je remarquai qu'il n'avait même pas pris la peine de notre vieux signal des 3 coups, 2 coups, quand il avait sonné à la porte. Comme l'autre soir, dans la voiture, j'en ressentis une vague, mais infiniment profonde, d'horreur, que je ne pouvais expliquer. Aussi son départ immédiat fut un prodigieux soulagement. À la mi-septembre, Derby s'en alla toute une semaine, et quelques-uns de la bande des décadents de l'université semblaient en savoir la cause, parlant d'un colloque avec de grandes pointes de l'occultisme récemment expulsé d'Angleterre et qui avait établi ses quartiers à New York. Pour ma part, je ne pouvais chasser cet étrange retour du Maine de mon esprit. La transformation dont j'avais été témoin m'affectait en profondeur, et je m'y reprenais encore et encore pour démêler tout cela et l'horreur infâme qu'elle m'avait inspirée. Mais les plus bizarres rumeurs concernaient ces gémissements dans la vieille maison Crowenshield. La voix semblait être celle d'une femme, et certains des gens les plus jeunes trouvaient qu'elle ressemblait à celle d'Asenath. On ne l'entendait qu'à de rares intervalles, et parfois, elle était étouffée comme par force. On parla d'enquête, mais on y renonça le jour où on vit Asenath dans les rues, plaisantant et bavardant avec un bon nombre de ses connaissances, s'excusant de ses récentes absences et parlant, incidemment, de la dépression nerveuse accompagnée de crises d'hystérie d'un de leurs invités de Boston. Personne ne vit l'inviter, mais d'avoir constaté la présence d'Asenath ne laissait plus rien à redire. Et quelqu'un alors vint compliquer le cas en murmurant qu'une ou 2 fois, les gémissements entendus provenaient d'une voix d'homme. Un soir de la mi-octobre, j'entendis le 3 coups, 2 coups, familier, à la porte d'entrée. Venu moi-même ouvrir, je trouvai Edward sur le perron et vis de suite que sa personnalité était l'ancienne, celle que je n'avais plus rencontrée depuis ce jour où il délirait dans le terrible retour de Chesuncook. Excusez-moi pour vos oreilles. Son visage alternait entre des émotions étranges, où la peur et le triomphe semblaient dominer tour à tour, où il regarda furtivement par-dessus son épaule pendant que je fermais la porte derrière lui. Me suivant gauchement dans mon bureau, il me demanda du whisky pour se calmer les nerfs. Je m'abstins de l'interroger, mais attendis qu'il décide lui-même de parler, quoi qu'il veuille me dire. Enfin, il risqua quelques informations d'une voix étouffée. Asenath est parti, Dan. On a eu une longue conversation la nuit dernière, pendant que les domestiques étaient dehors, et je lui ai fait promettre de ne plus se servir de moi comme proie. Bien sûr, j'avais certaines défenses occultes dont je ne t'ai pas parlé. Elle devait composer avec, mais ça la mettait dans des colères folles. Elle a fait ses bagages et est partie à New York, où elle est partie juste à temps pour prendre le 8h20 à Boston. Je suppose que les gens vont cancaner, mais je ne peux rien y faire. Tu n'as pas besoin de raconter qu'on avait ces tensions, juste dire qu'elle est partie faire des recherches. Elle va probablement s'installer avec un de ces horribles groupes de fanatiques. J'aimerais tellement qu'elle parte dans l'Ouest et demande le divorce. De toute façon, je lui ai fait promettre de disparaître et de me laisser seule. C'était horrible, Dan. Elle me volait mon corps, me fichait dehors, me tenait prisonnier. Je faisais profil bas et prétendais la laisser faire,
mais je restais sur mes gardes. Je pouvais m'organiser si je faisais attention, parce qu'elle ne pouvait pas lire mes pensées toutes entières, ou dans le détail. Tout ce qu'elle pouvait lire de mes intentions, c'était une sorte d'esprit de rébellion, et elle a toujours pensé que j'y serais impuissant. Elle n'a jamais pensé que je pourrais être plus fort qu'elle, mais j'avais un exorcisme ou deux qui marchait. La musique est pas un peu forte par rapport à ma voix? Les gens du stream, ça vous dérange pas? Derby regarda à nouveau par-dessus son épaule et reprit du whisky. J'ai licencié ces damnés domestiques ce matin, quand ils sont revenus. Ils m'ont fait une scène terrible, ont posé des questions, mais ils ont fichu le camp. Ils étaient de sa race, les gens d'Innsmouth, et ils sont de mèche avec elle. J'espère qu'ils me laisseront tranquille. Je n'ai pas aimé la façon dont ils riaient quand ils sont partis. Je peux reprendre quelques-uns de mes anciens serviteurs de papa, si j'ai besoin. Je dois repartir chez moi, maintenant. Je suppose que tu me crois fou, Dan, mais l'histoire d'Arkham est remplie de ces choses qui corroborent celles que je te raconte. Et ce que je vais te raconter maintenant. Tu as vu un de ces changements directement dans ta voiture, après ce que je t'avais dit d'Aznat, ce jour où on revenait de Maine. C'est quand elle m'avait attrapé, mis dehors de mon propre corps. La dernière chose que je me rappelle du voyage, c'est que je tentais de t'expliquer quel démon elle était. Alors, elle m'a repris et en un instant, j'étais de retour à la maison, dans la bibliothèque, où ces affreux domestiques m'avaient enfermé, et dans ce maudit corps de l'ennemi, qui n'est même pas humain. Tu l'as compris. C'est elle, avec, qui t'a fait ensuite le voyage du retour. Ce loup qui me mord dans mon propre corps. Tu as été à même de comprendre la différence. Je frissonnais quand Derby s'arrêta. Sûrement j'avais compris la différence. Mais pouvais-je accepter une explication aussi insensée que celle-ci? Et déjà, mon interlocuteur, un moment distrait, m'emmenait encore plus loin. Il fallait que je me protège. Je devais, Dan. Elle m'avait eu pour de bon, à Holomas. Ils avaient eu un sabbat là-bas, un peu plus loin que Chezencook. Et le sacrifice auquel ils ont procédé a renforcé son emprise. Elle m'a vu pour de bon, et moi je serais elle pour toujours, trop tard. Mon corps serait le sien pour toujours. Elle serait devenue un homme, et pleinement humaine, exactement ce qu'elle souhaitait. Je suppose qu'elle m'aurait mis hors du chemin, tué son propre ancien corps avec moi à l'intérieur. Elle, la diabolique, exactement comme elle l'avait fait avant, elle ou bien lui, ou bien ça, l'avait fait auparavant. Le visage d'Edward était affreusement distordu, et il se pencha à me toucher tandis que sa voix passait au chuchotement. Non, ça va. Ok, bah super. Super, du coup, c'est pas... Mais il y a un regard, non? Entre le moment où vous avez répondu à ma question et le moment... Ou alors c'est moi qui ai pas vu, excusez-moi. Mais du coup, parfait. Si la musique est pas trop forte, merci, merci à vous, Una et Iter. Il fallait que je me protège, je devais, Dan. Elle m'a vu... Pardon, j'ai déjà lu ça, excuse-moi. Le visage d'Edward était affreusement distordu, et il se pencha à me toucher tandis que sa voix passait au chuchotement. Tu dois apprendre ce à quoi je fais allusion dans la voiture, qu'elle n'est pas Aznat du tout, mais tout simplement le vieil Ephraim lui-même. J'ai commencé à m'en douter il y a 1 an et demi, mais j'en ai la certitude désormais. Ces brouillons qu'elle a jetés sans s'en rendre compte, quelquefois elle jette ses notes par écrit, qui sont trait pour trait les manuscrits de son père, et parfois elle dit des choses que personne, sauf un vieil homme comme Ephraim, ne pourrait dire. Il a changé de forme avec elle quand il a senti la mort approcher. Elle était la seule qu'il a pu trouver avec l'exacte espèce de cerveau et une volonté suffisamment dominée. Il est entré dans son corps pour y rester, exactement comme elle a fait du mien, puis a empoisonné le vieux corps dans lequel il l'avait enfermé. Est-ce que, des douzaines de fois, tu n'as pas vu l'esprit du vieil Ephraim éclairer ses yeux de démon, et comme il passait dans mes propres regards, quand elle avait le contrôle de mon corps?
Il en haletait presque, en chuchotant, et s'arrêta pour reprendre sa respiration. Je ne dis rien, et quand il reprit, sa voix était proche de la normale. Tout ceci, je pensais, suffisait pour le mettre à l'asile, mais ce n'était peut-être pas le moment de l'y envoyer. Peut-être que le temps et l'éloignement d'Aznat feraient leur œuvre, et je pensais qu'il ne remettrait pas de sitôt les pieds dans l'occultisme morbide. Je t'en dirai un peu plus tard. Je dois d'abord me reposer. Beaucoup. Je te parlerai de ces horreurs interdites qu'elle m'a fait fréquenter, de ces horreurs vieilles comme les temps, qui aujourd'hui encore attendent dans des recoins hors des chemins, avec quelques prêtres monstrueux pour les maintenir en vie. Il y a des gens qui savent des choses concernant l'univers que personne n'oserait savoir, et accomplissent des choses que personne n'aimerait être capable de faire. J'aurais brûlé ce damné Nécromicon et tout le reste si j'étais bibliothécaire à la Miskotanique. Mais elle ne peut m'avoir maintenant. Je dois m'échapper de cette maudite maison aussitôt que je le pourrai et m'installer un chez moi. Tu m'aideras, je sais, si j'ai besoin d'aide. Ces domestiques du diable, tu sais, et si les gens posent trop de questions à propos d'Aznat, parce que là, je ne peux pas leur donner son adresse. Ils sont un certain nombre de chercheurs, de certains cultes, tu sais, qui peuvent interpréter notre rupture de travers. Il y en a, parmi eux, qui ont de drôles d'idées et de méthodes. Je sais que tu seras auprès de moi s'il m'arrive quelque chose, même si j'ai à t'en dire beaucoup et que cela te choquera. Je proposai à Edward de le garder et qu'il dorme cette nuit dans une des chambres d'amis. Au matin, il semblait plus calme. Nous évoquâmes un certain nombre d'arrangements possibles pour qu'il déménage dans la villa des Derby, et je comptais qu'il n'y perde pas de temps à effectuer le transfert. Le lendemain soir, il ne se présenta pas, mais je le vis fréquemment dans les semaines suivantes. Nous ne parlons que le moins possible des choses étranges et déplaisantes, mais prenions ensemble nos mesures pour la rénovation de la vieille maison des Derby et le voyage qu'Edward avait promis de faire avec mon fils et moi à l'été à venir. D'Aznat, nous ne parlions pas, et je sentais bien que le sujet lui était encore particulièrement perturbant. Les commérages, bien sûr, allaient leur train, mais il n'y avait rien de nouveau concernant l'étrange ménade de la vieille maison Crowenshield. Une chose que je n'aimais pas fut l'allusion que fit le banquier de Derby dans une de ses réunions propices aux confidences du club miskatonique à propos des chèques qu'Edward envoyait régulièrement à Moïse et à Elbaig Sargent et à une nommée Eunice Basbon à Innsmouth. Il semblait que ses domestiques à face diabolique lui extorquaient une rançon, quoiqu'il n'ait jamais voulu m'en dire. Après, si ça reste qu'une rançon, ça va en soi. C'est quand ça devient plus qu'une rançon que c'est problématique. Comme par exemple, la prise du corps. J'attendais avec espoir que l'été arrive, et qu'avec les vacances de mon fils, étudiant à Harvard, nous puissions emmener Edward en Europe. Il ne guérissait pas si vite, je le constatais, que je l'aurais espéré. Il restait quelque chose d'hystérique dans ses soudains éclats de rire, tandis que ses moments d'effroi et de dépression étaient bien trop fréquents. La vieille maison des Derby était de nouveau habitable depuis décembre, mais Edward repoussait constamment le moment de déménager. Même s'il haïssait et semblait craindre la maison de Crowenshield, il en était en même temps clairement son esclave. On aurait dit qu'il ne pouvait se résoudre à démanteler quoi que ce soit et inventait n'importe quelle excuse pour repousser de l'entreprendre. Quand je lui faisais remarquer, il en semblait disproportionnellement effrayé. Le vieux majordome de son père, qu'il avait repris avec d'autres anciens domestiques, me dit un jour que la façon qu'avait Edward de rôter souvent dans la maison, et spécialement dans les caves, lui semblait bizarre et malsaine. Je me demandais si Aznat lui avait écrit des lettres qui l'auraient perturbé, mais le majordome m'assura qu'il n'avait vu aucun courrier qui aurait pu venir d'elle.
C'est aux environs de Noël que Derby eut à nouveau une crise, un soir qu'il me rendait visite. Je maintenais la conversation sur notre voyage prévu l'été suivant, quand soudain il cria et se leva brusquement de sa chaise, avec l'air de subir un choc, une peur incontrôlable, une panique cosmique et si répugnante que seules les ondes d'un cauchemar infini pouvaient les apporter à un esprit sain. Mon cerveau, mon Dieu, Dan, il l'entraîne depuis là-bas, ça cogne, ça mord, ce démon femelle, même maintenant, Ephraim, Kamog, le puits des Shogots, Ya, Shubnegarut, le bouc aux mille jeunesses, la, la flamme, au-delà du corps, au-delà de la vie, dans la terre, oh mon Dieu. Je le rassis sur la chaise et, comme s'il sombrait de la frénésie à une morne apathie, le forçai à boire un peu de vin. Il ne résistait pas, mais agitait ses lèvres comme s'il se parlait à lui-même. Je réalisai alors qu'il essayait de me parler à moi et approchai mon oreille de sa bouche pour en attraper quelques faibles mots. De nouveau, elle essaie. J'aurais dû le savoir. Rien qui ne peut arrêter cette force, ni la distance, ni la magie, ni la mort. Ça vient et vient, surtout dans la nuit. Je ne peux pas partir. C'est horrible, mon Dieu, Dan. Si tu savais comment, je sais combien c'est horrible. Quand il se fut effondré dans sa stupeur, je le calai avec des oreillers et laissai le sommeil normal s'emparer de lui. Je n'appelais pas de docteur, parce que je savais que ce qui aurait été dit de son état mental et voulais donner une chance à la nature, si cela restait possible. Il s'éveilla à minuit, et je le remis au lit à l'étage, mais le matin il était parti. Il avait disparu discrètement de la maison, et son majordome, quand je l'appelais au téléphone, me dit qu'il était chez lui, arpentant sans repos la bibliothèque. C'est déjà quelque chose à payer, quelque chose payé à vie, quelqu'un pour un truc dont tu étais victime, s'est remis une dague couverte du sel dans la plaie. Ah non mais tellement là. Là c'est la double triple peine, genre le pauvre, c'est de A à Z, c'est une victime. Enfin de A à Z c'est un mec qui se fait victime alors qu'il a qu'il a rien demandé quoi. Edward fut alors rapidement un homme ruiné après cela. Il ne revint plus me voir, mais chaque jour je lui rendais visite. Il était toujours assis dans sa bibliothèque, ne fixant rien, avec un air d'écoute anormal. Parfois il parlait rationnellement, mais toujours sur des sujets sans conséquence. Toute mention de son état, de nos projets, ou d'Aznat relançait la crise. Son majordome dit que les attaques de peur étaient la nuit, et qu'il allait jusqu'à s'infliger du mal. J'eus un long échange avec son docteur, son banquier, son homme de loi, et me destinai à emmener le médecin avec 2 de ses collègues spécialisés pour une visite. Les spasmes qui résultèrent des premières questions furent violents et pitoyables, et le soir même une voiture capitonnée emmenait le pauvre corps en combat à l'asile d'Arkham. Il fut sous ma tutelle et je lui rendis visite 2 fois par semaine, redoutant toujours d'entendre ses cris sauvages, ses chuchotements terrifiants et l'atroce, bourdonnante répétition des phrases comme « Je dois le faire, je dois le faire. Ils vont m'avoir, ils m'auront. Arrêtez, lâchez, vous dans l'ombre, maman, Dan, sauve-moi, sauve-moi. » Combien il y avait eu d'espoir pour une guérison, personne n'aurait pu le dire. Mais je fis de mon mieux pour rester optimiste. Edward devait avoir une maison s'il en revenait. Aussi je transférai ses domestiques à la villa des Derby, qui était sûrement un choix plus sain. Quoi faire de la maison Crowenshield avec ses arrangements compliqués et ses collections d'objets inexplicables? Je ne pouvais en décider. Aussi je laissai tout tel quel pour l'instant, disant à la femme de ménage d'aller là-bas 1 fois par semaine pour nettoyer les pièces principales
et allumai le poêle pour avoir du chauffage ce jour-là. Une paire de menottes serait adéquate. Ben, pour qu'il fasse de mal à personne d'autre, oui, malheureusement, pour le soigner lui, compliqué, hein. Malheureusement, Dan, il a beau être... le bon bro qui essaie de le sauver, là... pour de vrai, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Elle prend possession de son esprit, genre... Chapeau pour la résistance. Il a réussi à la virer de sa tête. Ah non, mais par contre, sa résistance mentale est incroyable, hein. Pour quelqu'un qui a si peu de résistance de base, il est en train de mener un combat incroyable pour l'instant. Le cauchemar final survint vers la chandeleur, soi-disant ironie cruelle par une fausse lueur d'espoir. Un matin de la fin de janvier, on me téléphona de l'asile pour me dire que la raison d'Edward était soudain revenue. Sa mémoire et la continuité de ses souvenirs, disait-il, étaient bien invalides. Mais de la santé mentale elle-même, il n'y avait pas à douter. Bien sûr, on allait le garder quelque temps en observation, mais il n'y avait aucun doute sur l'issue finale. Tout allait bien. On pouvait sûrement prévoir sa sortie d'ici une semaine. Je m'y rendis en hâte et dans un flot de bonheur, mais restai interdit quand l'infirmière me mena à la chambre d'Edward. Le malade se leva pour me saluer, tendant la main avec un sourire poli. Mais je vis en un instant qu'il était doté de cette personnalité aussi étrangement énergique qui avait été si éloignée de sa propre nature. La personnalité affirmée que j'avais trouvée si horrible et qu'Edward lui-même avait une fois juré être l'esprit de sa femme introduit en lui-même. Il y avait le même regard étincelant, celui d'Asenat et du vieil Ephraïm, et le même dessin volontaire de la bouche. Et quand il parlait, cette même ironie sinistre et persuasive dans sa voix, la profondeur ironie si évocatrice d'un potentiel diabolisme. C'était la même personne qui avait conduit ma voiture cette nuit, 5 mois plus tôt. La personne que je n'avais pas revue depuis cette brève visite, où il avait oublié notre vieille habitude du signal à la porte d'entrée, qui m'avait induit une telle peur nébuleuse. Et elle me remplissait maintenant de ce même pressentiment sombre, d'une aliénation blasphématoire, d'une ineffable et cosmique hideur. Seule façon de traiter serait de tuer sa femme ou le suicide. Bah c'est pas faux, malheureusement, où est sa femme actuellement? Et s'il tue c'est bien, mais du coup il perd son ami. Il est même pas sûr que ça fasse revenir en plus. Il me parla avec une affabilité des arrangements pour sa sortie, et il n'y avait rien d'autre à faire pour moi qu'acquiescer. Malgré quelques remarquables trous dans sa mémoire récente, je ressentais pourtant quelque chose était terriblement et inexplicablement faux et anormal. Il y avait des horreurs dans cette chose que je ne pouvais atteindre. J'avais devant moi une personne désormais saine d'esprit, mais était-ce réellement l'Edward de Derby que je connaissais? Et sinon, c'était quoi? C'était qui? Il y avait une arrière-pensée sardonique abyssale dans tout ce qui se disait, cette créature. Les yeux, façon Asenat, retenaient une moquerie spécialement déroutante dans certains mots évoquant sa première liberté, après cette réclusion confinée. J'ai dû me comporter maladroitement, et je fus heureux de battre en retraite. Toute la journée et le jour suivant, je me battis la cervelle sur le problème. Il était arrivé quoi? Quelle sorte d'esprit regardait à travers les yeux aliénés du visage d'Edward? Je ne pouvais penser à rien qu'à cette énigme terrible et sinistre, et laisser tomber tout autre effort comme mon travail habituel. Le lendemain matin, l'hôpital m'appela pour me dire que le convalescent se sentait bien, et le soir, j'en étais rendu au bord de la rupture nerveuse.
à un état dont j'admettais, même si d'autres en auraient juré, qu'il interférait avec mon point de vue. Je n'avais rien à répondre sur ce point, à part qu'aucune folie mienne ne pouvait compter devant toutes les preuves. Ce fut dans la nuit, juste au terme de ce 12e jour, que l'horreur, la plus forte, la plus extrême, se jeta sur moi et s'empara de mon esprit par une panique noire, saisissante, de laquelle jamais on ne peut réchapper libre. Cela commença par un coup de téléphone, juste avant minuit. J'étais le seul encore éveillé et mi-endormi. Je pris l'appel dans la bibliothèque. Il semblait n'y avoir personne à l'autre bout de la ligne, et j'étais sur le point de raccrocher et me remettre au lit quand il me sembla percevoir une très faible suspicion de son à l'autre extrémité. Est-ce que quelqu'un essayait de parler, même dans de grandes difficultés? Tandis que j'écoutais, il me semblait entendre une sorte de glougloutement mi-liquide, qui suggérait bizarrement un monde inarticulé, inintelligible, mais encore divisé en syllabes. Je demandais « Qui est-ce » Mais la seule réponse fut Je pouvais seulement imaginer qu'il s'agissait d'un bruit mécanique, mais pensant que cela pouvait être un appareil endommagé, capable de recevoir mes noms des maîtres, j'ajoutais « Je ne peux pas vous entendre, il vaut mieux raccrocher, demandez un opérateur. » Immédiatement, j'entendis qu'on raccrochait le combiné à l'autre extrémité. Ceci, je l'ai dit, juste avant minuit. Quand je m'enquis de qui avait appelé, après coup, on s'aperçut que cela provenait de la vieille maison Crowninshield, alors qu'on était à peine 3 jours après le passage hebdomadaire de la femme de ménage. Je peux seulement indiquer en gros ce qu'on trouva dans la maison. Le chabardement, dans un cagibi d'une cave éloignée, des traces malsaines de la saleté, la garde-robe hâtivement pliée, des marques déroutantes sur le téléphone, le bureau maladroitement utilisé, et cette odeur détestable, nauséabonde, insistante, partout et sur toute chose. La police, pauvres gens, ils avaient leurs petites théories suffisantes et voulaient poursuivre pour ce sinistre les domestiques licenciés, ceux qui s'étaient éclipsés hors d'atteinte bien avant la présente fureur. Ils parlaient d'une revanche morbide via ces choses que nous constations et disaient que j'étais parmi les suspects en tant que meilleur ami d'Edward et son conseiller. Idiots! Est-ce qu'ils imaginaient que ces clowns brutaux pouvaient avoir forgé cette écriture? Imaginaient-ils qu'ils avaient causé ce qui n'était qu'arrivé que plus tard? Étaient-ils aveugles sur les changements dans ce corps qui avait été celui d'Edward? Quant à moi, je crois aujourd'hui en tout ce qu'Edward m'a dit. Il y a des horreurs au-delà des limites de la vie, dont nous n'avons pas idée, et les prières diaboliques d'un homme peuvent en un instant les faire surgir dans notre propre réalité. Éphraïm, Azénath, le démon les avait requis, et ils ont englouti Edward comme ils étaient décidés à m'engloutir. Puis-je être sûr d'être indemne? Ces pouvoirs survivent à la vie dans sa forme organique. Le jour suivant, dans l'après-midi, je me secouais de ma prostatation, trouvais la force de marcher et de parler avec cohérence. J'allais à l'asile et le tuais pour la santé du monde et la sienne propre, mais de quoi puis-je être sûr avant qu'il soit incinéré? Ils conservent le corps pour des autopsies inutiles, à la requête des docteurs et experts imbéciles. Mais je dis qu'on doit incinérer. Il doit être incinéré. Lui qui n'était pas Edward de Derby quand je l'ai tué. Je deviendrai fou s'il ne l'est pas, parce que je serai le prochain. Mais ma volonté n'est pas faible, et je ne le laisserai pas céder des sapes de terreur dont je sais qu'il s'enveloppe.
Une vie, Ephraim, Aznath et Edward. Qui maintenant? Je ne veux pas qu'on m'enlève de mon corps. Je ne veux pas changer d'âme avec ce cadavre criblé de balles dans l'asile, mais qu'on me laisse compter de façon cohérente cette horreur finale. Je ne dirai rien de ce que la police ignore avec constance. Les histoires concernant cette chose naine, grotesque et malodorante, croisée par au moins 3 témoins dans High Street vers 2 heures du matin, et la nature singulière des empreintes à certains endroits. Je dirai seulement que, vers 2 heures du matin, la sonnette et le heurtoir de l'entrée m'éveillèrent. À la fois la sonnette et le heurtoir actionnaient alternativement et brouillonnement dans une sorte de désespoir aux limites de la faiblesse, et chacun essayant de reproduire le vieux sinoile, 3 coups, 2 coups, d'Edward. Sorti de mon sommeil, ce fut d'un seul bond, une agitation. Derby à ma porte, et se souvenant du vieux code, sa nouvelle personnalité ne s'en était pas souvenue. Est-ce que Edward était soudain revenu à son état ordinaire? Pourquoi alors autant d'évidentes craintes et de hâte? Avait-il relâché avant le délai prescrit? S'était-il échappé? Peut-être, pensais-je, en attrapant mon peignoir et dévalant l'escalier, son retour à lui-même avait provoqué un emportement, une violence, le faisant oublier sa libération prochaine dans une quête désespérée de liberté. Quoi qu'il se soit passé, c'était de nouveau mon bon vieil Edward, et je l'aiderais. Quand j'ouvris la porte, dans l'obscurité du branchage des ormes, le relent d'un air insupportable et fétide m'accabla. Je fus pris de nausée, et pendant 1 seconde à peine, je pus distinguer cette figure naine et bossue sur le seuil. Le signal était celui d'Edward, mais qu'est-ce qu'était cette parodie, folie ou canular? Où est-ce qu'Edward avait pu avoir le temps d'être allé? Son signal avait résonné à peine 1 seconde avant que j'ouvre la porte. Le visiteur portait un pardessus d'Edward, dont le rabat touchait quasiment le sol, et les manches, même roulées, recouvraient les mains. Sur la tête, un chapeau mou, rabaissé, tandis qu'un foulard de soie noire occultait le visage. Comme j'avançais d'un pas mal assuré, la figure émit un son semi-liquide, comme celui que j'avais entendu au téléphone, et me lança une large feuille de papier écrite serrée, plantée sur le bout d'un long crayon. Titubant encore de cette odeur fétide, morbide et irracontable, je me saisis du papier et tâchai de le lire à la lueur du hall d'entrée. Sans hésitation, il s'agissait de l'écriture d'Edward. Mais pourquoi avait-il choisi d'écrire alors qu'il était assez proche pour sonner, et pourquoi une écriture si maladroite, grossière, agitée? Je ne pouvais en rien déchiffrer dans cette faible lumière. Aussi je revins dans le vestibule, la figure naine, me suivant de façon mécanique et pesante jusqu'au pas de la porte. L'odeur de ce singulier messager était si effrayante que j'espérais, non en vain, Dieu merci, que ma femme ne se réveille pas pour y être confrontée. Alors, tandis que je lisais ce papier, je sentis mes genoux plier sur moi et ma vision s'obscurcir. J'étais étendu sur le plancher quand je revins à moi, agrippant la maudite feuille de ma main rigide de peur. Voilà ce qui était dit. Dan, va à l'asile et tue-le, extermine-le. Ce n'est plus du tout Edward Derby. Elle m'a eu. C'est Aznath. Elle est morte il y a de ça 3 mois et demi. Je mentais quand je disais qu'elle était partie. C'est moi qui l'ai tuée. Je devais le faire. C'était impulsif, mais nous étions seuls, et j'étais dans mon vrai corps. J'attrapais un candélabre et lui frappais le crâne avec. Elle m'aurait emporté pour de bon à Olomas. Je l'ai enterré dans la cave, la plus bas, le plus au fond, sous de vieilles caisses, et j'ai effacé toutes les traces. Les domestiques s'en sont doutés au matin, mais ils sont complices de tant de secrets qu'ils n'auraient pas prévenu la police. Je les ai renvoyés, mais Dieu sait ce qu'ils feront, et les autres, de leur culte. J'ai cru pendant un temps que je mentirais, et puis à nouveau, j'ai senti les coups dans mon cerveau.
Je savais ce que c'était. J'avais de quoi m'en souvenir. Un esprit comme le sien, ou celui d'Éphraïm, est moitié détaché. Elle était en train de m'attraper, en train de me faire changer de corps avec le sien, d'entrer dans mon corps et m'enfermant moi dans son corps, enterré dans la cave. Je savais ce qui allait se produire. C'est pour cela que j'ai craqué et me suis retrouvé à l'asile. Et puis, c'est arrivé. Je me suis retrouvé étranglé dans la nuit, dans la carcasse pourrie d'Aznat, là, dans la cave, sous les caisses que j'y avais entassées. Et je savais qu'elle devait être dans mon corps, à l'asile, pour toujours parce que c'était après Holomas, et que le sacrifice pouvait avoir lieu sans elle, sain et prêt à être relâché pour être une menace contre le monde. Et j'étais désespéré, et en dépit de tout, je me frayais un chemin pour sortir. Je suis dans un trop triste état pour parler. Je n'ai même pas pu téléphoner, mais je peux encore écrire. Je m'en suis débrouillé comme j'ai pu, et je te laisse ce dernier mot, cet avertissement. Tue l'ennemi, et si tu tiens pour quelque chose la paix et la sécurité du monde, arrange-toi pour qu'il soit brûlé. Si tu ne le fais pas, il vivra à jamais, d'un corps à un autre corps, et ainsi de suite. Et je ne peux pas te décrire ce qui va se produire. Tiens-toi à distance de la magie noire d'Anne. C'est le commerce du diable. Au revoir. Tu aurais été un fier ami, disant à la police maintenant qu'ils pourront le croire. Et je suis vraiment désolé de te faire porter le poids de tout ça. Je serai au repos avant longtemps. Cette chose ne pourra pas tenir encore beaucoup plus. J'espère que tu auras pu lire cela. Et tue cette chose. Tue-la. Tiens, aide. C'est seulement après coup que je lus la seconde moitié de sa lettre, parce que je m'étais évanoui à la fin du 3e paragraphe. Je m'étais évanoui de nouveau quand je vis y respirer ce qui encombrait le seuil, quand l'air du dedans l'enveloppa. Le messager ne partirait pas, et n'avait plus de conscience. Mon majordome, de constitution plus rude que la mienne, réussit à ne pas s'évanouir quand au matin suivant, il le trouva dans l'entrée. Au lieu de cela, il téléphona à la police. Quand ils arrivèrent, on m'avait mis au lit, mais là, l'autre masse était restée où elle s'était effondrée, dans la nuit. Les hommes durent se mettre un mouchoir sur le nez. Ce qu'ils trouvèrent finalement à l'intérieur de ce bizarre assortiment de vêtements d'Edward était une horreur déjà largement liquéfiée. Il y avait des os aussi et un crâne écrasé. Une analyse des restes dentaires permit d'identifier avec certitude le crâne d'Azenat. Et c'est donc ainsi que se termine la première nouvelle de cet Halloween horrifique, La chose sur le seuil. J'espère que ça vous aura plu, les gens de Twitch et les gens de YouTube aussi. Les gens de YouTube, je vous dis à la semaine prochaine, si ça vous plaît, pour une nouvelle lecture horrifique, un autre Lovecraft. Voilà, 21h sur ma chaîne Twitch si ça vous intéresse. Et sinon, bien sûr, vous avez le replay sur YouTube. Du coup, peut-être la semaine prochaine. Et sinon,